On peut dire que le vœu, en tout cas, de Mahamadou Issoufou, de réussir une passation pacifique du pouvoir dans la paix et la tranquillité dans ce pays, ça a été un échec. De toutes les façons, je crois que ça a été prévisible, au vu, en tout cas, de la manière dont le processus électoral a été mené de façon unilatérale. Il faut le rappeler ici, je pense qu'il n'y a jamais eu un consensus, le minimum de consensus sur les règles du jeu électoral. Donc, d'abord de l'élaboration du fichier électoral, en passant par la CENI, la Cour constitutionnelle, le Code électoral. Tous ont été de point de vue, il n'y a jamais eu un consensus au niveau de la classe politique. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, en réalité, c'est la suite logique de ce qui devait arriver. Donc, le premier responsable de cette situation chaotique, c'est le chef de l'État, qui, en tout cas, je pense, n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour que les élections se passent dans la transparence, dans l'équité, parce qu'il a cherché, comme on l'a vu, à influencer sa succession, à imposer un candidat. Comme il a imposé un candidat à la présidence de la République du Niger. Or, ce qu'il oublie, je pense que les opinions publiques ont considérablement évolué dans nos États. Parce que comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, les réseaux sociaux ont ouvert des champs nouveaux. Donc, la conscience politique déjà est de plus en plus éveillée. Les réseaux sociaux ont permis d'ouvrir les yeux et les esprits des gens. Donc ce qui arrive, ce n'est même pas du fait de l'opposition en fait. C'est parce que les Nigériens, dans leur ensemble, en tout cas dans leur majorité, n'acceptent plus cette façon de faire la politique. Ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable. Il faut que les hommes politiques s'adaptent au contexte. Ce n'est plus possible. Tu ne peux plus, parce que une majorité du corps électoral, parce qu'il faut le dire, c'est le corps électoral qui vote, c'est même pas une majorité du peuple à voter pour toi, cela ne te donne pas tous les droits. Au point de décider c'est à toi de décider qui va être président de la République pour tout un peuple. Donc la situation est prévisible. Encore une fois, c'est un échec personnel du chef de l'État. Depuis pour un régime, on va dire, ou un président de la République qui a passé... Comme le dit un homme politique français, les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Aujourd'hui, il a fait une mauvaise entrée et il est en train de faire une sortie plus que catastrophique. Mauvaise entrée en ce sens que j'ai l'habitude de le dire ici, mais peut-être les gens pensaient que c'était de l'extrémisme politique, mais le PNDS n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Jamais, au grand jamais. Le PNDS a toujours forcé pour gagner une élection. En 2011, c'était pareil. En 2016, on n'en parle pas. Il a juré, la main sur le cœur, qu'il ne fera jamais d'élection tropicalisée. Tout le monde l'a entendu dire ça. En 2016, ça a été les pires de l'histoire. Ça est sorti avec 92%. Mais plus de 92%. Plus de 92%. Plus de 92%. Absolument, oui. Pendant que son challenger était en prison, c'est important. C'est inédit au monde. Son challenger était en prison. Ça ne l'a pas, il ne s'est pas Son challenger et ses lieutenants. Et ses lieutenants, oui. Toute l'équipe, toute l'ossature de son opposition était écrouée. Ouais. Et ça ne l'a pas gêné de battre campagne. Allègrement, comme s'il avait en face de lui tout seul. Vous comprenez? Ouais. Les gens se sont dit, c'est le dernier mandat. On va prendre notre mal en patience et préserver le pays. Tout le monde sait qu'il n'avait pas gagné d'élection en 2016. Mais les gens ont dit, bon, allez, on y va. Ces 5 dernières années, on y va. C'est pour ça que la dernière fois, ou je ne sais plus à quelle autre émission, je disais que les gens ont perçu cette élection-là comme un exutoire. Toute leur misère, toute leur frustration, tout ce qu'ils ont accumulé pendant ces 10 années, ils espéraient qu'avec ces élections, bon, enfin, ils pourront dire ouf. Ouais. Mais voilà qu'en chemin, on leur dit non. En fait, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence pour vous.
Mais je ne sais pas comment les gens fonctionnent, mais s'ils pensent que l'appui de la France, On va en parler tout à l'heure, oui. ou du moins de l'extérieur de manière générale, est un label pour se maintenir au pouvoir, mais ils se sont trompés. Les Nigériens ont patienté, ils se sont dit, c'est notre pays, on préserve On préserve l'essentiel, ouais. On préserve l'essentiel. Boum. Le président Issoufou met un candidat Qu'il a toujours qui remet en cause ce sacrifice que les Nigériens ont fait sur eux-mêmes. Hein. Ouais. Il met un candidat qui remet en cause ce sacrifice. Les gens disent, ok, bon. On y va quand même. On y va quand même. Et on va aux urnes. Boum. Répétita. Et on s'étonne qu'il y ait de la violence. Mais la première violence que les gens refusent de dire, que les gens refusent de reconnaître, c'est quand même de t'arracher ton vote. C'est l'injustice. Mais attends, comment je vais voter? On me dit non, ce vote ne marche pas. Alors que c'est par le vote là qu'on veut prendre le pouvoir demain et me massacrer avec. Et on me dit non, mon vote là, il ne compte pas. Mais il n'y a pas plus grande violence que ça. Parce que les gens, à travers leur vote, ils voient quoi? Un espoir ou la continuité de ceux qui le regrettent, de ceux qui ne veulent pas voir. Mais on leur dit non, c'est la continuité. Mais c'est plus qu'un échec pour le président Issoufou. Aujourd'hui, de quoi va-t-il se prévaloir? qu'il a dirigé un pays en paix pendant 10 ans. Mais tous les gens qui l'ont soutenu de par le monde et qui apparemment sont en train encore d'être manipulés dans ce sens-là, mais ils vont comprendre que c'est le Niger qu'ils sont en train de détruire. Parce que tout ce que Youssouf leur a promis pendant ces 10 années, en 72 heures, les Nigériens ont montré que c'était tout ce qu'il leur a raconté, toutes les assurances qu'il leur a données étaient fausses. Sont tombées. Sont fausses, oui. Sont fausses. Mais ce n'est pas que les autres qui tombent des nues, mais c'est les Nigériens eux-mêmes qui payent les prix. Mais est-ce que les Nigériens ont droit d'être surpris? Non. Non, franchement. Les Nigériens. Oui. On a dit après tout ce qu'on avait vu quand même dans ce pays. On l'a dit sur ce plateau, les Nigériens, ceux qui sont en train d'arriver, ne se prennent personne. Mais voilà. Ne se prennent personne. Et même les tenants du pouvoir, ceux qui sont en train d'arriver là, ne laissent se prendre guère. La preuve, par exemple, lui-même l'a annoncé à Tawa. Je vais gagner l'élection et celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à oser sortir. Mais là, et c'est nous de l'intérêt de la répéter. mais là, il s'est tiré une balle de levier parce que les Nigériens sont sortis, il s'est rien passé. On ne l'a pas beaucoup vu, Bazoum. Mais c'est pour dire que. Mais c'était jamais lui qui allait s'interposer entre lui et lui. Non, mais quand même, on l'a pas. C'était la force publique. Oui, mais le pouvoir a vacillé quand même avec les manifestations. C'est pour dire que c'est une situation tout à fait prévisible. Mais c'est une situation à laquelle ils s'attendaient, mais ils pensaient pouvoir mater. Et les choses vont rentrer dans l'ordre. La profondeur de cette crise-là fait qu'aucune répression ne peut venir à bout de cette crise. Voilà, je rappelle, avant de continuer, que le président Mahaman Ousmane, candidat donc au deuxième tour de cette présidentielle, autoproclamé vainqueur, avec 50,30% des suffrages exprimés par l'arbre, est actuellement en conférence de presse à Zander. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés de tout ce qui va être dit par le président Mahaman Ousmane. Nous vous rappelons également que le président Mamadou, autorité morale du Modène Faloumana, a passé sa première nuit à la police judiciaire en compagnie de plusieurs autres qui déjà l'ont dévancé donc à la PJ. Revenons à ces violences et à ces arrestations. Il faut tout de suite regretter les violences. Saccager des biens communs, enfin des biens d'autrui, des biens privés, ce n'est pas ça manifester aussi, mais on est d'accord. Bien sûr. Écoute, la violence, aucune démocratie au monde ne peut l'accepter. Ce n'est pas acceptable. Voilà. Ça, il faut sur le principe, on est d'accord. Soit clair. Mais comme l'a rappelé Ibrahim, les violences, ce sont les conséquences d'actes posés
par des hommes politiques qui pensent, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, parce que tu as une majorité. En tout cas, cela te donne tous les droits. Les violences ne sont pas tombées comme un cheveu dans la soupe. C'est des années, comme tu dis, d'injustice, de corruption, d'impunité, d'explosion des inégalités, d'enrichissement illicite, d'enrichissement sur le bien commun, etc., etc. C'est tout ça aujourd'hui que les gens veulent sortir pour manifester. C'est l'exécuteur, c'est ça l'histoire d'Ibrahim Pap. Mais c'est de ça qu'il s'agit en vérité. Quand on me dit que le fait, il est tout à fait normal de sanctionner les casseurs et autres fauteurs de troubles. Mais de la même façon, je pense que prendre systématiquement les leaders de l'opposition, c'est assez exagéré. Parce qu'on veut leur faire porter des agissements qui ne sont pas forcément de leur fait. Parce que dire aux gens, au peuple de se mobiliser comme un seul homme pour empêcher un hold-up électoral n'est pas synonyme d'aller casser, d'aller commettre des troubles. Et du reste, Mohamed l'a dit, mais il n'a jamais été arrêté. Oui, ben voilà, si normalement, s'il y a une logique, c'est pas ce que je souhaite, mais d'ailleurs, il faut s'en prendre à la personne qui a en tout cas contesté vos résultats et qui s'est autoproclamé, en tout cas, président de la République. Donc, on voit dans cette affaire, en fait, je pense, une façon de régler des comptes. Ils ont touché au maillon faible. Une façon de régler des comptes. Qui a toujours été la bête noire. Qui fait partie de l'ADN du régime de tout temps. Et d'ailleurs, si vous remarquez, ceux qui sont aujourd'hui en détention, ce sont ceux qui dénoncent le plus la nationalité d'origine régulièrement, en tout cas, du candidat du pouvoir. Donc, je pense que cette façon de faire, ça ne servira à rien. Et puis, du coup, quand on regarde, en réalité, aujourd'hui, ce n'est pas les Hama et puis ses compagnons qui sont en prison. En réalité, c'est Youssouf et Bazoum qui sont les prisonniers de Hama Amadou et ses camarades, en vérité. Aujourd'hui, hein? Mais bien sûr, parce que en les embastiant, ils laissent que des mauvais choix au pouvoir. Ou le pouvoir les garde en prison et ils courent le risque que les manifestations, comme a dit Ibrahim, ne vont jamais cesser. Ou alors il les maintient en prison. Ou alors ils les libèrent et puis bon, maintenant qu'ils ont déjà été en prison, ils vont continuer leur opération de sape. Donc dans les deux cas de figure, je pense que c'est le régime quand même qui est perdant. Qui est prisonnier de ses propres agissements. Oui, en réalité, aujourd'hui, véritablement, c'est pas Hama qui est en prison, mais c'est Youssouf et Bazoum qui sont les prisonniers de Hama Amadou en vérité. Parce que les Nigériens vont regarder, les Nigériens et la communauté internationale vont regarder quel traitement ils vont en faire. Et donc ça risque de montrer un peu la face un peu hideuse de ce régime. Donc un régime qui ne se préoccupe pas de sa réputation, des expressions comme état de droit, liberté, tout ça. Je pense que ça compte, c'est important dans ce contexte-là. DPC a eu violence également, c'est peut-être que parce qu'on a empêché aux gens de manifester pacifiquement, non? Si on avait laissé les gens marcher pacifiquement, rentrer chez eux, il n'y aurait pas eu de violence, non? Mais c'est-à-dire que si ceux qui sont sortis n'ont pas été pourchassés. À l'époque de la contestation de Barkhane, Issoufou a dit qu'il ne laisserait pas, lui, le désordre s'installer sur son territoire. Depuis 10 ans, regardez toute tentative de manifestation des associations, des partis politiques, de la société civile a été systématiquement réprimée. Réprimée ou interdite, oui, c'est les deux. C'est entre les deux, oui. Oui. Systématiquement réprimé ou interdit. Vous n'avez les partis politiques de l'opposition, parce que justement ils ne veulent pas aller dans cette violence-là, ont même arrêté de demander ont même arrêté d'organiser des manifestations. Et donc, Issoufou a vendu cette situation comme une maîtrise parfaite du Niger de sa part. Et il l'a vendu à l'étranger comme argument de stabilité. Voilà. Et c'est pour ça que vous entendez dans les discours de la dite communauté internationale que le Niger était un îlot de paix, le Niger était... Donc pour vous, c'est surtout du fait des opposants? Mais bien sûr. Mais bien sûr, les gens ont... C'est pour ça que... De responsabilité. De retenue, oui. C'est pour ça que je vous dis que ces élections étaient perçues comme un exutoire. Allez, bon, on a patienté et puis bon, on a fini. On a encaissé. Voilà. Et dans tous les cas, ça va finir. Ça va finir. Basta, voilà. Oui, mais brutalement, on vous dit non, c'est pas fini. Mais j'aimerais que les gens... Moi, je condamne absolument la violence. Non, bien sûr. Je condamne absolument la violence. Mais je dis, moi, il y a des situations que je peux comprendre. Même si tu n'acceptes pas. Même si je n'accepte pas, il y a des situations que je peux comprendre.
aujourd'hui, si on regarde le fait que les gens s'en prennent à des symboles de la France, j'ai dit, je peux comprendre ça. Parce que les gens considèrent la France Comme complice? Même pas comme complice, comme comment dire, l'auteur principal De ce qui se passe ici? de la situation du Niger. Ouais. Parce que les gens considèrent que c'est la France qui est tuteur. C'est pas la France, que c'est la France qui est la puissance tutrice. C'est une réalité, c'est pas une considération. Voilà. Bon, et que tout ce que parce que c'est avec l'aval de la France, tout ce qui se passe. Donc le putsch électoral qu'on est en train de voir, c'est avec l'aval de la France. Donc les gens considèrent que toute cette situation, c'est en fait la France qui est au-dessus qui chapeaute ça. Bon, et que bon, Issoufou n'est qu'un intermédiaire. C'est comme ça que les gens perçoivent ça. Et je pense que la France elle-même, elle est en train de comprendre que sa situation est en train de devenir de plus en plus délicate au Niger. On l'a dit sur ce plateau-là, de tout faire pour que le Niger n'explose pas. Parce que si le Niger explose, ça va être pire que le Mali. On l'a dit et répété ici. On nous a pris pour des fous, pour des gens qui ne comprennent pas grand-chose. Bon, aujourd'hui, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des marabouts, des chefs de canton. Mais les mêmes, avec qui de tout le temps... j'ai même entendu un décret hier en conseil de ministres où on a augmenté le salaire des chefs. Des chefs coutumiers? Des chefs coutumiers. Ah bon? Dans le contexte. Dans ce contexte, c'est pour vous dire. Si ces gens avaient une quelconque autorité auprès des populations, il n'y aurait pas de crise post-électorale. Parce qu'ils allaient dire... On va venir à cette question qui est très importante dans ce Niger d'aujourd'hui. Parce qu'ils allaient dire aux populations, mais votez un tel, et puis... Tout le monde allait le faire. Tout le monde allait le faire. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, et toutes les associations, je vois comment Télé Sahel est bombardé de déclarations d'associations qui appellent... Les unes plus tordues, Mais c'est pas sur... Non, je termine pour dire que ce genre de manipulation, ça met plus l'huile... Ça énerve plus, en fait. Mais bien sûr, ça met plus l'huile sur le feu qu'autre chose. Les gens ont... Alors, Mega, s'il te plaît, comment sortir de cette violence? Comment sortir de ce cycle d'arrestation, d'agression, de répression? On ne peut pas continuer comme ça à gouverner un pays, non? Mais, écoute, moi je pense que les positions sont trop tranchées en ce moment. Parce que, comme tu l'as dit, la CENI a proclamé Bazoum Mohamed vainqueur de l'élection présidentielle. Mohamed Ousmane a sorti lui-même ses chiffres. Il dit qu'il a gagné l'élection avec 50,30% contre 49,7% pour son challenger. Et il le dit quand même dans un contexte de Akanlaya. Donc je pense que ça renforce un peu plus sa crédibilité de ce que Mohamed Ousmane a dit. Et à ce stade, tel que c'est parti, je pense qu'un compromis n'a pas de place, en tout cas, pour l'instant, en tout cas. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que ça va être la logique du bras de fer qui risque de continuer inévitablement. Parce que, d'abord, aucun des deux camps, je pense, ne cédera sans gloire. Et puis, surtout, tous ils sont conscients d'une chose quand même, que c'est maintenant ou jamais. Si Ousmane n'est pas élu président de la République maintenant, il ne le sera pas. Il ne le sera peut-être même plus jamais. Il en est de même pour Bazoum. Donc, sans compter bien sûr l'attitude du PNDS Taraya qui avec les cadavres qu'il a dans le placard, fera tout pour conserver le pouvoir sans aucune notion de bien ou de mal, de justice ou de droit. Donc on est dans cette dynamique. Donc je ne vois pas une issue probable, en tout cas dans l'immédiat, pour cette affaire. Surtout qu'on voit que le pouvoir n'est pas dans une dynamique de calmer les choses. Moi, j'aurais voulu entendre le ministre de l'Intérieur calmer le jeu pour dire non, écoutez, c'est déplorable ce que nous voyons, mais il faut d'abord penser au Niger, il faut mettre ce pays au-dessus de tout. Ou encore donner les preuves de ces accusations. Non, même pas les accusations. C'est même pas le rôle. Non, mais ça sert à rien pour quelqu'un quand même dont sa fonction première c'est juriste. Je trouve que c'est désespérant de venir
tout de suite donner les noms des coupables. Donc ça sert à rien l'enquête préliminaire, la justice, puisque TDA, on a les coupables. Oui. Mais oui, bien sûr. Donc c'est pas son rôle, un ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur pour tout le monde. Donc à ce titre, il va toujours avoir un message d'apaisement. C'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu le politicien qui vient, qui prend position pour un camp. Donc cette façon de faire n'est pas une bonne chose. Et on n'a même pas vu le premier concerné, qui est quand même garant de l'unité nationale, le chef de l'État, qui quand même devait sortir pour dire, oui, c'est dommage, dire aux Nigériens, écoutez, au moins amener un histoire d'espoir, de calme, de sérénité, pour dire que, écoute, la politique, c'est pas un feu qui doit tout détruire, on a besoin les uns les autres, et à ce titre, je pense que on doit... Mais est-ce que tu crois qu'il va être entendu, franchement? Oui, même si c'est la langue de bois, au moins on dira qu'il a tenté de faire. Le président a fait son travail de perdre la nation. Au moins de perdre, même si on sait qu'à l'avance, ça sera pas sincère. Mais là, il s'est tué, donc il a laissé les choses, ce sont les seconds couteaux qui prennent les relèves, et puis, comme Ibrahim l'a dit, on envoie des marabouts, etc., etc. Mais ce qu'ils oublient, et les Nigériens, dans leur majorité, ont décodé les codes de la communication. Plus personne ne croit à ces gens-là. Alors, comment tu expliques aussi cette fixation sur le modèle Falumana, cette hantise de Mamadou? C'est terrible quand même, non? Que tout de suite, il y a quelque chose, on le cherche comme si c'est terrible, non? C'est pas... Mais écoute, de toutes les façons, ça explique la peur qu'ils ont de Hama, ou bien oui, quoi? bien sûr, ça explique la peur. Vous avez vu tout le processus qui a été mené. Ça a été mené principalement dans un contre une temps, personne. On a fait filtrer qu'il avait fui. Oui, bien sûr. Oui, mais contre une personne, écoute, ça date pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours pensé qu'Hama, c'est la bête noire. C'est Hama qui serait à même, en tout cas, de leur faire perdre le pouvoir. Et d'ailleurs, dans les faits, c'est ce que nous voyons. En appuyant Mohamed Ousmane, il leur met dans une position très inconfortable. D'ailleurs, aujourd'hui, où ils ont du mal à trouver. Oui, mais lui, il avait pris une décision politique à ce moment. Oui, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais il savait à l'avance que c'était le choix qu'il fallait faire. Aujourd'hui, la porte de sortie s'avère extrêmement difficile pour le pouvoir. Il n'y a pas de porte de sortie aisée pour ce régime. Ça va être où ça passe, où ça casse. Je ne vois pas comment on peut trouver une issue à cette solution. Alors, dans cette situation de ça passe ou ça casse, il y a encore un autre drame. C'est qu'au Niger, il n'y a pas de sommité, il n'y a pas de quelqu'un qui est là, ou quelques-uns qui soient là, qui, quand ils parlent, on les écoute, on met la balle à terre. Il n'y a pas d'autorité morale au Niger. Mais ça n'existe pas. C'est dramatique, ça. Mais c'est plus que dramatique. Un pays où il n'y a pas de référentiel, voilà. C'est dramatique. Il n'y a personne aujourd'hui au Niger qui va se lever pour dire bon, ça suffit. Ouais. Et que cette personne, à cause de son caractère, comment dire, de sa crédibilité, de son intégrité, de son honnêteté, que tout le monde soit obligé de l'écouter. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les gens ont continué avec le vieux schéma de la chefferie traditionnelle qu'ils ont corrompu, de quelques leaders religieux qu'ils ont corrompu. Ça ne marche plus, ça ne marche plus. Non, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Et effectivement, Megal l'a si bien relevé, le ministre de l'Intérieur, c'est tout un autre discours qu'il devait tenir dans le contexte actuel. Ouais. Mais comme eux, ils ont analysé leur situation et que l'option c'est mater, c'est où on mate, où on se fait mater, donc ils sont dans cette logique. Ils pensent que c'est eux qui vont pouvoir mater et qu'ils vont finir par avoir le dessus. C'est risqué. C'est risqué et ce n'est pas responsable comme attitude. On ne peut pas vouloir d'un régime démocratique naissant avec des prisonniers politiques. Déjà, tout de suite. Enfin, même pas, le régime n'a même pas commencé, il n'y a rien là. Non, il est en train de miner le terrain pour son successeur. Le terrain est déjà miné complètement. C'est invraisemblable ce qui est en train de se passer. Il ne rend pas service. Et pire, en dehors du fait que sur le plan national, il n'y a pas d'autorité dont la crédibilité c'est ça ma prochaine question. Fait l'unanimité. Mais à l'extérieur aussi. Il y a un vide à l'extérieur également. Mais il y a un vide à l'extérieur parce qu'aujourd'hui, un pays comme la France, elle va venir proposer aux Nigériens... Une médiation. Mais qui va là? Quel Nigérien va écouter la France aujourd'hui? C'est la CEDEAO, l'Union africaine, ils sont dans le même cas. Mais c'est fini. Mais là, on fait quoi? C'est ça le drame du Niger. Mais ce qu'on fait... Alors, non, rappelons, on va rester sur ça, le drame. Donc, vraiment, d'abord au plan interne, oui. On reprend ça. Au plan interne, on n'a pas d'autorité capable de réunir les gens et de leur dire de se parler. À l'extérieur, n'en parlons pas. Parce qu'aujourd'hui, par la force des choses, je finis. Je fais une parenthèse. Est-ce que cette situation de non-référentiel national
Est-ce que ça a été voulu, ça a été construit? Est-ce qu'on a ça... détruit je sais pas moi, des gens qui soient crédibles? Est-ce qu'on a détruit des crédibilités? Est-ce que quoi? Non. Ce n'est pas sciemment fait, mais c'est fait dans un processus de légitimation du pouvoir. Ouais. Un pouvoir qui se sait depuis sa naissance illégitime. Donc dans ce processus de légitimation, bon, ils se sont mis à corrompre tout le monde. Mais est-ce que c'est la faute du pouvoir? C'est trop facile. Non. Mais prenons un pays comme le Sénégal, où par exemple les marabouts ont une grande influence. Mais ils ne se laissent pas corrompre. C'est la faute à ceux qui ont accepté, non? Mais j'ai dit, oui. Vous avez vu au Mali, ça existait. Ou encore au Burkina, on a le Mouron là-bas. J'ai dit, au Mali, ça existe un certain Imam Diko. Mais Imam Diko, c'est pas parce qu'il n'est pas partisan. Imam Diko a l'habitude de prêcher dans les mosquées qu'il faut soutenir Ibeka. Oui, ouais. mais quand il a vu la situation, il a été capable de prendre de l'indépendance, de prendre son indépendance et de regarder le Mali. Mais c'est ce genre de choses qu'on n'a pas au Niger. C'est ce genre de choses qu'on n'a pas au Niger. Et malheureusement, on est venu dans une situation où les deux personnes autour desquelles tout le clivage se fait, c'est malheureusement les deux personnes qui sont, comment on dit, difficiles qui soient diamétralement opposés. Non. Aujourd'hui, vous enlevez Issoufou. Tu parles de Hama et Issoufou, non? Non, vous enlevez Hama et Issoufou. Oui. Non, pas Hama. Vous enlevez Bazoum et Issoufou. Oui. Les Nigériens sont capables de dialoguer. Mais avec les deux. Mais Hama? Non, je pense que Hama aujourd'hui, je vais profiter pour dire mon explication de cette situation. Hama aujourd'hui, en fait, ces gens, ils étaient dans un processus de transmission dynastique du pouvoir. Et Hama est venu sur le chemin comme la barrière qui peut empêcher ce processus de transmission dynastique du pouvoir. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on l'écrase. Et ils se sont mis pendant des années à chercher à l'écraser, y compris en créant des dossiers bidons, mais en cherchant à l'écraser. Ils ont réussi en partie. Ils ont réussi en partie parce que il n'a pas pu être candidat. Parce qu'ils ont décrété son bannissement politique. Ils ont réussi en partie. Mais là où ils n'ont pas réussi, et que toute leur politique de construction d'une transmission dynastique du pouvoir a échoué, c'est que même Maman Ousmane, qu'ils ont pensé avoir détruit complètement, mais voilà que Hamas s'associe à Maman Ousmane pour le faire revivre. Vous comprenez? Donc tous les deux revivent. Et tous les deux sont devenus maintenant les principaux obstacles à cette transmission dynastique du pouvoir. Très bien. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'ils font de l'acharnement, y compris après les élections contre Hamas. Parce que, mais Hamas, c'est l'empêcheur de tourner. Il n'est candidat à rien. Il n'est candidat à rien. Mais les gens vont se poser la question, mais pourquoi quelqu'un qui n'est candidat à rien peut être persécuté? Mais qui est quand même acteur. Mais il est acteur, mais il n'est candidat à rien. Oui, bien sûr, oui. Mais voilà, donc aujourd'hui, en fait, tout leur plan, ça c'est une hypothèse que moi j'avance, c'est-à-dire que leur plan, en fait, c'était que le Lumana va s'aventurer à trouver un autre candidat. Que Ousmane? Mais bien sûr, ils n'ont jamais pensé que Hama allait soutenir Ousmane. Mais ils se sont, avec le soutien de Lumana à Ousmane, mais ça a chamboulé toute leur prévision, leur prévision, tout leur plan, parce que voyez-vous, le MNSD est venu troisième. Mais s'il n'y avait pas le soutien de Lumana à qui? À Maman Ousmane. Mais c'est le MNSD qui serait deuxième. Et là, comme on dit... On se frotte les mains? Mais oui, mais ça passe. Ça passe, tout, sans problème. Sans problème. Donc, aujourd'hui, le fait qu'il soit obligé, que le fait qu'Issoufou lui-même soit obligé de rentrer dans la campagne, mais c'est parce que ça a corsé avec ça. Donc, ce soutien de Hama Ousmane. Mais ce soutien de Hama Ousmane a faussé tout. A compliqué les choses. A faussé tout. Donc aujourd'hui encore, il faut continuer à isoler Hama et à caresser Ousmane dans le sens de poil. Mais ce faisant,
il y a le risque encore De les rapprocher. non seulement de les rapprocher, mais de créer des considérations subjectives au sein du peuple. Absolument. Vous comprenez? Oui, oui. Donc c'est toute la démarche du pouvoir Qui se trouve être aujourd'hui compromise. qui est dans l'impasse. Oui, c'est ça en fait. Qui est dans l'impasse. Ouais. Ce n'est pas possible. Parce que, écoutez, est-ce que vous pensez vraiment que dans le contexte actuel du Niger, la continuité telle que eux l'envisagent et ils ont fait campagne là-dessus, est-ce que vous pensez que la continuité est possible? C'est possible ou est tenable en tout cas. Comment? Mais tu voulais ajouter quelque chose par rapport à l'autorité morale Oui. et à ces institutions? Non, moi je pense oui. que, écoute, la question c'est justement de savoir est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans ce pays qui peut dire la vérité à Mohamed Youssouf? La vérité, ce serait quoi par exemple? Comme vous dites, ce que vous faites, c'est pas bien. C'est ça, le sorte d'autorité morale. Ok. Écoute, il faut rectifier votre trajectoire, etc. Je pense que oui, il y a des gens qui, dans ce pays, peuvent lui dire la vérité. Mais la question, est-ce qu'il les écoute? Est-ce qu'il tient compte de... Mais donc ça veut dire qu'il n'y en a pas. Oui, mais est-ce qu'il tient compte de... Parce que l'essentiel c'est d'écouter. Ce n'est pas de dire. Oui, mais les gens... de s'imposer. Je suis sûr que les gens... Voilà. Oui, mais d'accord, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent, écoutez, monsieur le président, cette trajectoire n'est pas bonne. Mais la question c'est, est-ce qu'il les écoute? Mais c'est lié aussi à la personnalité de l'homme. Regarde comment il a géré ce pays. Il a toujours géré ce pays de façon... C'est une gestion solitaire du pouvoir. Il n'a jamais admis la contradiction, Mohamed Issoufou. Donc moi, ce ne serait pas étonnant qu'il nous arrive, qu'il nous amène dans cette situation, cette impasse politique dans laquelle le pays se trouve actuellement. Oui. Parce que c'est ça aussi, à cause du pouvoir. Parce que quand on a le pouvoir, c'est si rare d'entendre la vérité, vous savez. Les gens, pour autour de soi, pour des intérêts souvent... Tu joues la guitare. Voilà, donc ils vous disent ce que vous voulez entendre, même si vous vous trompez. C'est ça aussi cette dynamique. Et surtout, c'est lié à la personnalité de l'homme. Il a toujours fait une gestion. Tu dis qu'il y aurait au Niger des gens qui lui disent. Ce type de oiseaux rares là. Oui, bien sûr. Certainement, il y en a. Ah non, je ne connais pas des noms. Mais c'est sûr, les gens lui disent non. C'est de l'extérieur même. Les gens doivent lui dire écoutez, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Mais il n'en tient pas compte. Moi, je suis sûr que c'est déjà ce qu'il s'agit. Même la France même a dit lui dire il faut rectifier. Mais les gens s'accommodent de sa politique parce que jusqu'alors, il semble maîtriser, entre guillemets, la situation parce qu'il n'y a pas de troubles majeurs, il n'y a pas de mort, etc. Mais ça vient de commencer. C'est ça la question qui va se dire. Si les manifestations ont baissé d'intensité, non mais on ne le souhaite pas, les manifestations ont baissé d'intensité, attention, la colère n'a pas disparu, elle est toujours là. Donc il faut faire extrêmement attention. Donc c'est à lui de savoir comment trouver la meilleure porte de sortie pour ce pays, parce qu'il ne doit pas perdre de vue, qu'il doit toujours mettre en avant les intérêts de ce pays. Au-dessus de tout. Parlons à présent de Mahaman Ousmane, s'il vous plaît. Il s'est déclaré vainqueur de cette présidentielle. Il a donné des chiffres, mais il n'y a pas de détails. Est-ce qu'il n'aurait pas dû donner des détails, par exemple, bon, dans telle région, voici les chiffres, dans telle autre, voilà. Il s'est juste arrêté à des pourcentages. Oui, mais comment on dit, s'il n'y a pas de chiffres, il n'allait pas avancer un pourcentage. Ça, c'est sûr. Non, c'est pour ça qu'il aurait dû les donner. Bon, peut-être à l'occasion d'une conférence, d'un point de presse, c'est difficile de donner tous les chiffres. Mais en ce qui concerne la fraude au cours de ce processus électoral, c'est une fraude qui a été vraiment documentée. Mais je vais vous dire, et peut-être ça, c'est les représentants de Maman Ousmane à la CENI qui n'ont pas eu la prompte réaction qu'il fallait. Mais avant de valider avant la proclamation officielle, avant la proclamation des résultats, chaque fois que la CENI reçoit des résultats de ces structures, des communes, par les deux cas. Mais hier, Maman Ousmane a dit que ça n'a pas été. Beaucoup de résultats n'ont pas été validés. Il faudra que les représentants de l'opposition n'ont pas signé les. J'ai suivi une interview sur Dagvera, il dit que non, il y a beaucoup de résultats où ces représentants n'ont pas validé, mais la CENI a passé outre. Il y a les deux parties doivent valider. Rien que dans la région de Tawa, il y a une quinzaine de communes sur lesquelles l'opposition est partie sur la base avec même des constats d'huissier. Voilà les. Mais la CENI n'a rien dit. les résultats au niveau comment on dit, au niveau de ces CENI locales là et communales là, n'ont jamais été validés. Ces résultats n'ont jamais été validés. Donc les gens se sont débrouillés pour transmettre à la CENI nationale des résultats par téléphone. Et les gens de Maman Ousmane, on leur dit, bon, les résultats de telle commune sont venus signer.
ils contactent leur direction de campagne. Oui. La direction de campagne dit non, il y a pas, on a un constat d'huissier sur cette Ces chiffres-là, on n'est pas d'accord. Non, mais il a dit d'ailleurs, ces délégués vont faire un point de presse pour expliquer tout tu ça. comprends? Par rapport au Et maintenant, comme l'ampleur de la fraude était en train de compromettre les résultats que le bureau, essentiellement le président, le vice-président et le rapporteur escomptaient, ils ont passé outre. Ils les ont accusés de chercher à bloquer la transmission des résultats. non, les travaux de la CENI. Oui, parce qu'eux, ils ont un donc calendrier. la transmission des résultats, oui. Ils avaient un calendrier que les autres ne connaissaient pas. Ils ont un calendrier que les autres ne connaissaient pas. Il fallait proclamer vite les résultats. Il fallait de manière cavalière, rapidement, proclamer les résultats provisoires. Les autres ne le savaient pas. D'autant plus qu'ils ont travaillé tout ce temps dans la régularité. Chaque fois, ça allait bien. Ça allait. Jusqu'à ce que ça coince. Quand ça a commencé à coincer, ouais. Mais le vice-président et les rapporteurs sont partis dire au président de la CENI, eux qui sont en contact avec les autres membres, ils sont partis dire, bon, écoute, cette affaire-là, les gens là, ils commencent à s'impatienter. Non, ils découvrent le pot rose, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on passe outre. On passe outre. Ils ont proclamé leurs résultats. Et quand ils ont dit aux gens, bon, non, on passe outre de vos protestations, de vos remarques, voilà. Et même de vos preuves. Voilà. Que vous signez ou pas, nous on s'en fout, on va proclamer les résultats. Les gens ont dit, ok, bon. Et ils sont partis. Ils ont quitté la CENI. Mais au lieu d'informer l'opinion... Au lieu de faire peut-être un point de presse pour dire que nous, on a démissionné. Voilà. Au lieu d'informer l'opinion, bon, ils étaient tellement dégoûtés qu'ils ont préféré aller se dire, bon... Partir, voilà. Mais il fallait informer. Voilà, c'est cette promptitude qu'ils n'ont pas eue. Je ne sais pour quelle raison. Peut-être parce qu'ils n'ont pas bien apprécié la gravité de la chose. Ouais. Mais bon, toujours est-il que c'est dans ce contexte que ces résultats ont été proclamés. Maintenant, eux, les directions de campagne, ils ont ces chiffres. Vous comprenez? Il y a une commune où carrément le représentant du candidat Ousmane à la CENI, les gens lui ont donné de l'argent et puis il a fermé les yeux, il dit bon, allez-y faire ce que vous voulez. Et les gens ont constaté que voilà. Toutes ces preuves-là sont là. Tout est là, c'est documenté, c'est sérieusement documenté. Okay, oui. Et je finis pour faire une petite mention. C'est pour ça que hier, de tous les gens qui interviennent, le seul qui a eu une réaction un peu lucide, c'est le médiateur. Je ne sais pas si vous avez écouté son communiqué, qui lui, il met en garde la Cour constitutionnelle. Le médiateur de la République? Le médiateur de la République. Maître tout à fait. Sylvie Megala. Tout à fait. Il a mis en garde la Cour constitutionnelle pour dire, bon, si elle ne juge pas conformément à la loi et aux faits, ce qui va advenir là, c'est la Cour qui va prendre la responsabilité. Alors, il faut peut-être qu'on rappelle que dans cette situation, les gens doivent assumer leurs responsabilités. Je parle notamment de la CENI, de tous ceux qui sont concernés dans l'organisation de ces élections. Il faut dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir rendre compte, non? Écoute, c'est pas... Est-ce que les responsables de la CENI mesurent la gravité de la situation? Écoute, c'est un peu, malheureusement, comme l'a dit Ibrahim, écoute, l'accession au pouvoir dans nos États, comme la manière de le quitter, ça se fait toujours dans l'arbitraire, tu comprends, dans les rapports de force, l'argent, comme il a dit, etc., etc. Mais les CENI et les cours constitutionnels ont toujours été les problèmes de nos États. Vous avez vu en Côte d'Ivoire ce qui s'était passé, non? La même Cour constitutionnelle a proclamé 2 présidents différents. Donc, après, si ça n'est suivi une guerre civile, c'est incroyable. Donc, le système est fait que les services, comment ça s'appelle, les instances chargées d'organiser les élections et de les contrôler sont sous coupe réglée de l'exécutif. Donc, ils font exactement ce que l'exécutif veut. Donc, c'est ça qui nous amène dans cette situation. La CENI va envoyer ses résultats à la Cour constitutionnelle, mais moi, je ne me fais pas d'illusions, je ne vois pas, en tout cas, cette Cour constitutionnelle, même si Maman Ousmane, comme tu l'as dit, fait un argumentaire juridique assez détaillé, assez rigoureux. Quel que soit les arguments qu'il va présenter, je ne vois pas, en tout cas, cette Cour constitutionnelle inverser le résultat du vote. D'autant plus que de l'extérieur, Bazoum est déjà félicité
J'ai vu 2 présidents déjà. Non, il y a au moins une quinzaine de présidents qui ont félicité. Mais bien sûr, c'est une base de félicitations qui tombe depuis 3 jours. Sans que la Cour constitutionnelle ne Sans que la Cour constitutionnelle ne valide l'élection. C'est pour dire que il n'y a pas de doute. On va dans une impasse. Il n'y a rien à faire. Mais aujourd'hui, la question que les gens se posent aujourd'hui, c'est que les gens se demandent, mais qu'est-ce que Momo Ousmane fait à 900 km de Niamey, l'épicentre des événements? Qu'est-ce qu'il fait encore à Zanda? Oui, c'est quand même étonnant, surtout pour quelqu'un qui s'est autoproclamé chef de l'État. Donc la lutte, c'est ici, parce que c'est Niamey, c'est la vitrine du pays, c'est là où se trouvent les institutions de la République. Donc le pouvoir se trouve à Niamey. Donc réellement, il devait être ici pour donner le là du combat qu'il veut mener. Mais là, de rester à 900 km, peut-être au cours de son point de presse, il nous dira ses raisons, mais quand même, c'est assez surprenant quand même, je pense. Est-ce que vous comprenez comment on soit resté à Zender? Non, vraiment non. Aussi tard qu'il aille voter à Zender. D'accord. D'accord, c'est son fief. Mais une fois qu'il aurait accompli son vote, remercier les militants, c'était quand même de rentrer. Et d'autant plus que, à partir du moment où il a publiquement dit qu'il est le gagnant de l'élection, le gagnant de l'élection, il est dans la capitale. Il est à côté des institutions, il n'est pas à 900 km des institutions. Donc, je ne peux pas expliquer pourquoi il est là-bas. Mais quand même, il a dit une chose importante hier. Il a dit que, écoute, ce que je n'ai jamais vu dans ce pays, c'est assez inédit quand même, au cours d'une interview sur Deutsche Welle. Mais il dit que même les délégués, en réalité, qui ont les documents nécessaires pour faire le recours et le déposer devant la Cour, mais ils sont en train d'être arrêtés. Mais bien sûr. Je te jure, pour les empêcher de produire ces documents nécessaires au recours devant la Cour constitutionnelle. Mais l'élection de cette année, elle est inédite dans l'histoire politique du Niger. Où va ce pays? On va de mal en pire. Hein? Déjà 2016, vous avez vu ce que c'est. Aujourd'hui, vous avez vu ce que c'est. C'est la première fois qu'on a fait l'élection au Niger et qu'un candidat se déclare vainqueur. C'est la première fois. Hors circuit officiel. Ouais. Hors circuit officiel. C'est la première fois que ça arrive. C'est pour vous dire que on est dans une situation où ceux qui pensent que par la force ils vont contrôler comment on dit, les Nigériens, mais ils se leur. Momo Ousmane est là-bas, ils prennent. C'est ça, c'est ridicule. On est dans le cadre d'une campagne électorale. Une campagne, la parole des politiciens est un peu comme immunisée. C'est comme l'avocat devant le tribunal. Devant le tribunal. Ça n'a pas de sens. Si c'est ça, les leurs ont dit pire. Mais pourquoi Bazoum on ne dit rien? C'était la question que je voulais poser. Il y a des vidéos virales. Pourquoi des gens comme Al-Ghabi, on leur dit rien? C'est pour ça que c'est pas crédible. Al-Ghabi, il faut préciser, il s'agit de l'opérateur économique de l'opérateur économique du PNDS. Qui dit même à ses militants,
Écoutez, ne venez plus me dire que vous avez des difficultés pour faire... Prenez en charge des difficultés. Non. Entre griffes. Non, ne venez plus me dire que quelqu'un vous empêche de travailler. Pour bourrer les autres. Celui qui veut vous empêcher là, réglez-lui son compte et après rendez-moi juste compte que vous avez réglé un compte. Ce monsieur-là, il est là, on l'arrête pas. Mais non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est pour ça que... C'est ça qui est très grave. Peut-être que, est-ce que le pouvoir mesure la gravité du 2 poids 2 mesures dans leur agissement, dans leur arrestation, dans leur traitement de cette affaire-là? Mais Issoufou a cru qu'il a fait ça pendant 10 ans. C'est parce qu'il a maté les Nigériens. Et que bon, ça doit continuer. Je crois que lui-même devait être surpris de la réaction des Nigériens. Oui, mais d'accord, mais c'est que Youssouf, il utilise les bonnes vieilles méthodes, c'est-à-dire l'utilisation dévoyée de l'appareil judiciaire, comme on le voit. Mais ce qu'il oublie, mais les moments là ne sont pas propices. C'est un système. C'est une situation suffisamment grave. Oui, bien sûr grave. Oui. Le moment n'est pas propice parce que les gens comprennent les enjeux politiques. Oui. Et puis ça va fonctionner un temps, mais ça peut pas fonctionner tout le temps. La répression des manifestants, embastiller les opposants, ça ne suffira pas pour asseoir Bazoum sur le fauteuil présidentiel et lui permettre de gouverner en toute tranquillité dans ce pays. Donc c'est pas le chemin qu'il faut emprunter. Ce n'est pas le chemin. Écoutez. Vous avez suivi il y a quelque temps le putsch en Birmanie? Oui, bien sûr, vraiment. Les gens ont coupé les réseaux sociaux pour une demi-journée. La gente a coupé les réseaux sociaux pour une demi-journée. Vous avez entendu le tapage médiatique des médias français contre la Birmanie? Vraiment. Vous avez suivi? C'est pas un tapage, c'est autre chose. Hein. Il faut trouver l'autre mot, je crois. Mais depuis combien de jours les réseaux sociaux sont coupés au Niger? Vous avez entendu les médias français parler de ça? Ce qui est hallucinant, hier soir, ils ont mis un message en urgence là, qu'il y a des manifestations de l'après-midi à Niamey. Le message a duré à peine 1 minute après, ils l'ont effacé. Je comprends pas. Ça a disparu. Oui, j'ai l'impression que... J'ai aussi suivi un décryptage sur France 24. Un monsieur qui serait spécialiste du Niger. Qui connaissent absolument rien. Absolument. Ils sont totalement en déphasage avec la réalité. C'est de la démagogie. Non, mais c'est terrible. C'est de la propagande. C'est des communicants. Ils ne s'adressent pas aux Nigériens, ils s'adressent aux autres parties du monde. À la fameuse communauté internationale. C'est terrible. Le gars dit que non, lui il ne comprend pas. C'est un expert, hein. Sur un plateau de télévision qui est invité, il dit que non, lui il ne comprend pas les manifestations parce que tout s'est relativement bien passé. J'ai dit, mais tu es expert ou tu es ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères de la France? Donc c'est pour vous dire, rien. Mais ces médias français là, franchement. Quand je vous dis qu'il y a des violences, même si je ne les accepte pas, je comprends. Mais écoutez, au Nigérien, depuis bientôt une semaine, on coupe les réseaux sociaux. Les médias français ne disent rien, comme s'il n'y a rien. Personne ne peut dire que... Mais écoutez, ce n'est pas un bâillonnement de liberté. Qu'est-ce qui donne le droit à l'exécutif d'empêcher, d'isoler les... Aujourd'hui, couper les réseaux sociaux, c'est isoler les gens du monde entier. Absolument. Et c'est empêcher certains de trouver de quoi manger dans une situation économique déjà difficile. Mais bien sûr. Extrêmement difficile. Ils paralysent les activités, beaucoup d'activités. Mais voilà. Alors que ce sont même des opérateurs privés qui eux-mêmes prennent des coups en vérité. Bon, ils n'ont rien à gagner dans cette situation. Vous avez entendu les médias français parler de ça? Ils ont un correspondant ici, bon sang. Des correspondants, ils ont même un envoyé spécial. Bon, mais pourquoi ils ne parlent pas de ça? Jamais. Je n'ai jamais entendu l'envoyé spécial de RFI ici parler de la coupure des réseaux sociaux comme étant un scandale, une atteinte à quoi que ce soit. Non, elle est là en train de se pavaner pour raconter. Enfin, franchement, ces médias ne nous rendent pas service. Non. J'ai entendu hier le communiqué. J'ai entendu hier le communiqué du CSC qui s'insurgeait contre le traitement des informations de certains journalistes qui font atteinte à l'éthique et à la déontologie. Je crois que les premiers à interpeller, ce sont... Non. Hein? Mais comme tout le monde soutient... Non, pas cité. Tout le monde soutient... Je vais terminer. J'ai fini. Je vais te complètement, d'accord, ok. Comme tout le monde soutient, le CSC, lui, est sorti pour menacer. Donc, ça veut dire que lui, il a sa ligne. Si tu ne rentres pas dans la ligne du pouvoir, du traitement de la crise, c'est que tu fais un traitement tendancieux. Non, ils ont tenu quand même à cadrer la chose. Ils sont dans leur rôle, moi je comprends ça. Non. Que le CC dise que les journalistes doivent travailler à ne pas exacerber la situation, c'est tout à fait normal, je suis d'accord. Mais il faut parler à tout le monde.
C'est-à-dire que quand on donne des autorisations à des journalistes étrangers qui viennent dans son pays, pour ne pas franchement rendre service à ce pays-là, à la stabilité de ce pays, je crois que le premier à qui il faut taper des doigts, c'est à ces gens-là. C'est tout ça que je voulais dire. Mais c'est lui, il a parlé des journalistes parce qu'il a parlé de retraite. Mais c'est parce qu'on n'a pas parlé de ça qu'on est revenu à ça. Mais c'est pour dire que ces reporters de tous les médias français, que ce soit la presse écrite, la télévision et autres, mais qu'ils fassent au moins des enquêtes, des petites enquêtes pour voir comment les Nigériens reçoivent. On est sur le terrain. On a besoin d'enquête. Alors cette question, s'il vous plaît, pour avancer. Oui. Moi, je me suis finalement posé la question, est-ce que cette élection, est-ce que ce processus électoral, est-ce que l'opposition ne l'a pas déjà perdu trop tôt? Non. Attends, j'ai pas fini. Je veux dire, bon, quand même, ils se sont fait laminer aux élections locales, avec une différence de voix énormissime. Le parti au pouvoir, aux législatives, c'est pendant que l'opposition a des miettes. Au premier tour, le candidat du pouvoir a presque 40% des voix exprimées. Pendant tout ce processus-là, on n'a pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit non, on n'est pas d'accord, mais qu'on arrive aujourd'hui à cette victoire provisoire du candidat du pouvoir, moi je me dis que c'est tout à fait normal au vu de ce qui s'est passé. Les locales, pas aujourd'hui, non? Vraiment. Écoutez, regardez, prenez leur propre chiffre. Non, franchement, quoi. Non, oui. Prenez leur propre chiffre. Non, c'est pas comme ça. Prenez leur propre chiffre. Au premier tour, il se targuait d'avoir 1 million de voix d'écart avec Ousmane. Oui. N'est-ce pas? Oui. À l'arrivée, il devait avoir plus que 1 million de voix d'écart. En principe, oui, bien sûr, en principe, oui. À l'arrivée. Oui, ils ont eu d'autres supports, d'autres apports. Oui. Oui. Ils ont eu d'autres candidats qui les ont appuyés. Des candidats malheureux à la présidentielle. Des candidats malheureux à la présidentielle. Le troisième, le quatrième, le sixième, etc. Oui. etc. Il faut dire. Donc, tout ça, on est d'accord, oui. Mais alors, comment expliquez-vous qu'au finish, il n'y ait pas. 2 millions d'écart? Il n'y ait pas. Non. 2 millions de voix d'écart. Mais comment? Au deuxième tour. Parce que les autres le suffisaient pour gagner, non? Mais c'est pour dire que tous ces chiffres, l'opposition savait que ces chiffres étaient faux. Mais il fallait les refuser, c'est ce que je voulais dire. Mais écoutez. On accepte des chiffres qui sont supposés être faux et puis on conteste de dire. Mais attends, non. Il faut être cohérent, non? La cohérence, c'est que. Elle n'a pas fait un choix. Un faux, il est un faux, on le refuse. Non. Elle ne peut pas. Le système est verrouillé. Les élections locales, l'opposition a bien fait des recours. Si. L'opposition. Qui n'ont jamais abouti. Oui, c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait de recours, ils ont fait des recours. L'opposition, l'élection législative et présidentielle premier tour, l'opposition a fait des recours qui n'ont jamais abouti. Mais dans tous les cas, l'opposition sait que l'élection déterminante, y compris qui détermine les deux autres qui se sont passées, c'est la présidentielle. C'est pour ça qu'elle s'est fixée. Et elle s'est dit que si on règle la présidentielle, on règle le reste. Sûr, voilà. Tout le reste là. Tout le reste va être réglé. C'est la seule explication. Mais quand justement le pouvoir lui-même a compris ça, mais il a dit bon, mais si c'est comme ça, on verrouille tout, advienne que pourra. Et c'est dans advienne que pourra la qu'on est aujourd'hui. Malheureusement, oui. C'est l'explication la plus possible. L'élection qui compte, la plus. Donc, c'est l'élection présidentielle. Parce que quand tu as la présidence de la République, c'est le président de la République qui est armé constitutionnellement pour, en tout cas, pour mettre de l'ordre. Pour réguler le jeu politique. Pas la majorité et il domine. Astronomique à l'Assemblée. Non, et il domine. Ça sert absolument à rien. Et il domine totalement. Non, et il domine le jeu politique. Demain, Maman Ousmane est président de la République. La majorité, il suffit d'un décret, il annule, il dissout l'Assemblée nationale et on rebat les cartes. Et de même, il y a des raisons de dissoudre aussi les élections locales, de les reprendre complètement, de les faire annuler. Donc, il a une marge de manœuvre. Il est armé assez constitutionnellement pour réguler, pour tout reprendre à zéro. Donc, l'élection phare. Donc, si l'opposition a laissé passer tout ça. Bien sûr. C'était l'élection phare. Le but, c'était ça, c'était la présidence de la République. Quand tu l'as, tu peux. C'est facile de réguler les choses. De réguler les choses avec la présidence de la République, ça c'est clair. Donc, l'objectif premier, c'est la présidence de la République. Et c'est là même, tu vois qu'elle s'est vraiment jetée dans la bataille. Très bien. Maintenant, selon vous, quel médiateur pour la crise post-électorale nigérienne? Médiateur. Bah oui,
Je veux dire, si les gens avaient besoin de médiateurs, ils n'allaient pas engager ces arrestations tout à suite. Vous savez qu'à Zender aussi, ils sont en train de décapiter les lieutenants de RDTJ. Non, pas seulement de RDTJ. Non, de Cap 2021. Il y a une dizaine d'arrestations à Zender. Ils sont en train d'arrêter les gens partout. Mais quand vous vous inscrivez dans une logique de parlementer avec les gens, vous n'adoptez pas ce genre d'attitude. Vous ne méprisez pas des gens avec qui vous voulez discuter. Or là, ils sont en train de dire quoi? On a le pouvoir, on fait de vous ce qu'on veut. Mais ça tiendra combien de temps? Il n'y a pas de chance de dialogue? Non, mais le pouvoir atteint le point de non-retour. C'est ça. Il n'y a pas de chance de dialogue? Non, il est dans une dynamique de, comme je l'ai dit, ça passe ou ça casse. Non. À ce stade, aujourd'hui, demain, je ne vois pas de compromis possible entre les deux camps. C'est pas possible. Donc, c'est la logique du bras de fer qui va continuer inéluctablement. Maintenant, combien de temps va tenir les opposants? C'est toute la question que l'on se demande. Mais je ne vois pas d'issue possible, en tout cas, d'un compromis possible à ces élections. Non, pas dans ce contexte. Parce que procéder à des arrestations systématiques des opposants, tu ne fais pas le lit, en tout cas, de procéder à un dialogue sincère et constructif entre les deux camps. Au contraire. Donc tu es en train de jeter de l'huile sur le feu. Et donc à ce titre-là, je ne vois pas d'issue, en tout cas, qui va satisfaire en tout cas les deux camps. En tout cas, dans l'immédiat, je ne vois pas d'issue. C'est que le pouvoir avec ces associations qui sortent à tout bout de champ pour demander machin, et qui en même temps demandent au procureur de sévir, et ce pouvoir qui arrête. Donc on est dans une logique vraiment... Oui, mais le pire c'est que on est entouré par une insécurité déjà. On vit dans une insécurité déjà depuis des années. Maintenant, par la conduite des choses du processus électoral, le pouvoir a instauré l'insécurité à l'interne. Donc, mais c'est un travail gargantuesque qu'il se donne là. Comment gérer l'insécurité à l'interne et comment gérer l'insécurité le long de nos frontières? Mais c'est dramatique. Oui, c'est dramatique. On est dans une situation où... Mais ça ne peut pas tenir comme ça. C'est impossible. N'importe quel... je veux dire, n'importe quelle personne lucide peut comprendre ça. Ce n'est pas une affaire de magicien. Ce n'est pas des magiciens qui vont venir vous dire que vous créez l'insécurité à l'intérieur, vous êtes déjà entouré par l'insécurité. Et ça va aller. Et ça va aller. Vous allez gérer quoi? Oui, mais non, mais c'est vrai, le pouvoir est très vulnérable de l'intérieur, de par les manifestations. Ce qu'Ibrahim dit, c'est exact. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas le bout du tunnel à la fin de ces manifestations. Moi, je pense que, en tout cas, tel que ces leaders vont continuer à être maintenus en prison, il ne faut pas s'attendre à ce que, en tout cas, les militants, en tout cas, fassent preuve de retenue. C'est vraiment déplorable qu'on en arrive là dans ce pays, parce que ce pays n'a pas besoin de ça, franchement. Il faut que les politiciens comprennent. À ce jeu-là, ils sont tous perdants, je pense. Donc, il faut qu'ils arrivent à s'élever, surtout au président de la République. Justement, c'est de lui que je veux qu'on revienne pour parler. Est-ce qu'aujourd'hui, si le président de la République justement intervient dans la situation aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore l'accuser d'immixtion sur la scène politique? Est-ce que vous n'allez pas, l'accuser d'immixtion sur la scène politique? C'est trop tard. Parce que la seule intervention qu'il peut faire pour calmer les gens, c'est d'annuler les élections. Or, ce n'est pas possible. Non, c'est pas son rôle, c'est pas à lui d'annuler les élections. Non, j'ai dit c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Ça, c'est pas son rôle. C'est pas possible, n'est-ce pas? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? Non, aujourd'hui, le pays est tendu, là. Mais le pays est tendu au bord de la rupture. Ça fait combien de jours? C'est lui le père de la nation. Ça fait combien de jours? Vous l'avez entendu parler? C'est pour ça que je vous dis, je vous demande je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, s'il intervient, on ne va pas encore l'accuser de s'initier dans la vie politique nationale alors qu'il devait être... Mais il est dans son... Non, il est dans son mandat. C'est une question, oui. Il est encore responsable. Oui, bien sûr, évidemment. C'est pour ça qu'on l'appelle président de la République. Le bateau du Niger, c'est encore lui le capitaine. Oui, absolument. Bon, donc, personne ne peut le reprocher quoi que ce soit. Mais c'est dans son habitude. Chaque fois que le pays est en crise, il a toujours brillé par ses manœuvres souterraines. Non.
Il envoie ses lieutenants mettre en place sa vision des choses. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ne croyez pas que le ministre de l'Intérieur est sorti parce que, bon, lui, c'est le ministre de l'Intérieur. Non, on lui a donné l'orientation de son speech. Il l'a fait. Il l'a fait. Mais quel Nigérien a jugé ça crédible Oui, ça, vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est trop tard. En engageant le processus électoral tel qu'il l'a engagé, pour les résultats prévisibles que tout le monde connaît aujourd'hui, mais il n'est plus crédible. Oui, d'accord, mais quand même, il peut dire quelque chose, non? Non, mais c'est comme il a dit, même s'il dit, les Nigériens vont l'entendre, mais ils ne vont pas l'écouter. Mais est-ce qu'il peut au moins dire quelque chose? Non, mais les gens vont l'entendre, mais ils ne vont pas l'écouter. C'est ça, la parole politique est démonétisée, surtout pour lui, parce qu'il a dit beaucoup de choses qu'il n'a pas respectées. Donc, même s'il dit, les gens ne croiront pas. Les gens le croiront quand ils vont le voir faire. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui. Pour mettre fin à cette situation? Écoute, en tout cas, pour beaucoup de Nigériens, pour beaucoup de Nigériens, c'est la première des choses, c'est ramener la paix, la quiétude dans le pays. Mais est-ce qu'il le veut? C'est ça la question aussi. Très bien. Parce que c'est ça la vraie question. Alors, vous avez entendu le discours du possible gagnant de cette présidentielle, le discours de victoire de Mohamed Bazoum. Vous avez tous entendu. Vous en pensez quoi? Moi, j'avoue que je ne l'ai pas écouté. Non, mais attends. Pourquoi? C'est quand même ton futur possible président de la République, là. Futur possible, président de la République, oui. Comme ça va être futur impossible. Oui, mais en tout cas, pour le moment, c'est le futur possible. Je veux dire, on ne va pas me reprocher de ne pas écouter, parce que je pense d'abord, moi, sincèrement... Ça, c'est un jugement de valeur, non? Non, pas un jugement de valeur. Je pense que, sincèrement, une proclamation provisoire de résultat ne donne pas lieu à tout ce tintamarre que j'ai vu. Non, moi je pense que même si les gens savent par avance ce que la Cour constitutionnelle va dire, il faut que... Non, les gens présument. Non, mais attention. Présumer, oui. Écoutez, dans les pour le moment, on ne sait pas. Il faut dire la vérité aussi, oui. On ne sait pas quoi. Mais on ne sait pas. Si. Bon, écoute, franchement... Tu ne veux pas être surpris? Non, jamais. Jamais. C'est impossible. C'est impossible. Mais attends, façon ils se comportent, même la répression qu'ils sont en train de mener, s'ils savent que la Cour constitutionnelle peut modifier quelque part quelque chose de la... Ils n'allaient pas le faire? Non. Mais il y a quelques mois, en décembre, déjà j'avais écrit un post sur les réseaux sociaux pour dire que Issou se donne un temps pour mater, il va espérer mater les gens et puis ramener, comment je vais dire, la tranquillité avant de passer le témoin. Donc pourquoi est-ce que tu n'as pas écouté Bazoum? Non, mais parce que je pense que c'est mal à propos. C'est pas le temps. S'il veut faire un speech, c'est pas le temps. C'est pas. Pour toi, il aurait dû attendre que la Cour constitutionnelle s'exprime? Oui. Pour moi, il aurait dû attendre que la Cour constitutionnelle valide. Mais dans le show, il doit quand même s'adresser à ceux qui ont voté pour lui. Non. quelque chose, non? Un président ne fait pas le show. Un président est responsable. Non, il était devant ses partisans, c'est pas le président de la République encore. C'était devant ses partisans qu'il a... Tu aurais dû rappeler qu'est-ce qu'il a dit. Mais attends, t'as pas écouté aussi? Mais attends, un moment. Personne parmi vous n'a écouté Bazoum. Il a dit quoi? Toi qui l'as écouté. Mais non, mais écoutez, je ne vais pas vous dire, voilà, c'est... Non, mais tu me dis en gros ce qu'il a dit. Moi, je vais savoir. Parce que comme Ibrahim l'a dit... Bon, moi, je retiens, ce qu'on peut retenir, c'est que déjà, je retiens que, bon, on va plutôt parler de ce qu'il n'a pas dit. C'est-à-dire que, bon, dans le contexte où on est allé, parce que dès la proclamation... On ne peut pas nous dire notre point de vue sur ce qu'il n'a pas dit. Je suis en train de vous dire ce qu'il n'a pas dit. En gros, mais il a dit non, mais on ne peut pas se prononcer sur ce qu'il n'a pas dit. Non, mais oui, mais donc, dis-nous ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, on va se prononcer. Mais il m'a posé une question. Oui, voilà. Je préfère inverser la question. Non. Laissez-moi vous expliquer. On n'a rien à dire par rapport à ce qu'il a dit. Laissez-moi vous informer. Dans ce que j'ai entendu, parce que moi j'ai suivi. Oui, moi j'ai suivi, contrairement à vous, moi j'ai suivi. Et je n'ai pas entendu, j'ai encore dire ce que je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu Bazoum par exemple parler de cohésion sociale, pas fait cas de ça, avec une campagne électorale qu'on a entendue qui s'est déroulée également dans la violence. De la violence, oui, verbale et physique. Deuxièmement, à aucun moment dans son discours, il a félicité tout le monde, mais il n'a félicité à aucun moment, par exemple, sa direction de campagne. Il n'a pas fait cas, il n'a pas parlé de sa direction de campagne, parce qu'il n'a même pas parlé du PNDS dans son discours de victoire. Voilà ce que je peux vous dire qu'il a dit. Maintenant, ce qu'il a dit, il a félicité ses alliés, il a félicité la CENI, il a expliqué le mode de fonctionnement de la CENI, pour montrer qu'il y a eu de la transparence. Il a érigé le président de la République en
voilà, le Niger lui devra tout éternellement parce que voilà. Voilà ce qu'il a dit. Non mais attends, moi je pense que, comme l'a dit Ibrahim, c'est mal à propos. Vous savez, d'abord, la victoire électorale de Bazoum n'est pas acquise, à ce que je sache. À ce jour, c'est pas encore acquis. La preuve, il s'est déclaré. Sa victoire n'est pas acquise. Devant ses partisans. Oui, mais d'accord, sa victoire n'est toujours pas acquise quand même. Il s'est déclaré élu. La CENI l'a déclaré comme premier du second tour, c'est ça? Oui, bien sûr, oui. Avec, provisoire. Oui. Mais écoute, en même temps, Mohamed Ousmane a quand même dit que c'est lui qui a gagné les élections, je pense. Oui. Donc la victoire n'est pas acquise. Pour que cette victoire soit acquise, il faut que ça remplisse deux conditions. Que ça passe par le filtre de la comment ça s'appelle, de la Cour constitutionnelle, et que son challenger quand même consent à lui accorder cette victoire pour asseoir sa légitimité politique. Sinon on risque de se retrouver dans une situation kafkaïenne où il y aura le président du pays réel et le président du pays légal, parce que c'est ça. Oui, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il a aussi parlé de Mohamed Ousmane. Oui, mais c'est ça. Mais il a appelé à la sagesse. Mais à la sagesse, oui, il sait comment Ousmane est sage. Mais Mohamed Ousmane est sage, mais en même temps, il s'est déclaré, il s'est déclaré élu, et mieux, il dit aux Nigériens de s'unir comme un seul homme pour empêcher ce hold-up électoral. Donc, à ce titre-là. Mais Trump n'a pas accepté la victoire de Biden, mais pourtant Biden est bien crédible en tant que président des États-Unis, non? Mais non, c'est pas la même chose. Ici, Trump n'a pas dire qu'il a gagné avec des chiffres. Il dit qu'il y a eu fraude électorale. Ici, l'autre a sorti des chiffres pour dire j'ai gagné, avec des chiffres précis. Mais c'est ça. Donc, si la Cour constitutionnelle le déclare président de la République même demain, mais il sera le président légal, ça c'est clair, légalisé qui a été avalisé par les institutions de la République, mais il ne sera pas le président légitime. La légitimité va lui faire défaut. Si Mohamed Ousmane dit que lui, il a gagné, il va être le président du pays réel, comme on dit. Il a la légitimité, mais il n'a pas la légalité. Et quelle va être l'attitude de Mohamed Ousmane? Mais pourquoi Mohamed Ousmane serait légitime à l'encontre de Bazoum Mohamed? Pourquoi? Non, mais parce que ce sont des chiffres de Mohamed Ousmane, ce pas des chiffres de quelqu'un. Non, mais Mohamed Ousmane. Est-ce que les autres sont obligés de croire ces chiffres? Les gens, non, mais c'est comme je l'ai dit, il l'a dit dans un contexte assez particulier quand même, qui crédibilise un peu plus son message, dans un contexte d'Akalla, quand même. Donc à ce titre, les Nigériens accordent plus de crédit à ce que dit Mohamed Ousmane. Ça crédibilise ce qu'il dit. Et je suis sûr qu'au moment, quand une fois le recours vidé par la Cour constitutionnelle, il rendra ses chiffres publics. J'espère, pour dire voilà pourquoi je vous dis que j'ai gagné. Au moment opportun, il portera ces chiffres à la connaissance du public, qui va crédibiliser, qui va contribuer à le légitimer encore sa victoire. Voilà, donc je pense que déjà, avec la suspicion sur sa nationalité d'origine, et s'il part encore avec un manque de légitimité, moi, je pense que ça va être un mandat, en tout cas, assez difficile pour lui, parce que, écoute, Mohamed Issou a échoué pendant son second mandat. Je pense que pendant les 5 derniers mandats, son dernier quinquennat, il n'a pas fait grand-chose, si ce n'est pas ce sommet de l'IA, dont plus personne ne s'en souvient d'ailleurs. Mais c'est vrai, si moi tu me demandes à quelle date ça a eu lieu, moi je peux pas me rappeler. J'ai juste vu un hôtel privé, etc., qui a tiré profit de ce sommet. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'il a fait pendant les 5 ans? Véritablement, qu'est-ce qu'il a fait en termes de il a essayé de s'asseoir au pouvoir. Voilà, tout ce qu'il a fait. Ce monsieur, pendant tous ces divisions. Non, mais en dehors, non, mais il a joui du pouvoir en réalité. Il n'a pas exercé. Il a joui du pouvoir. Il n'a pas exercé. Quand je dis qu'il n'a pas exercé, il n'a pas été capable de travailler pour l'intérêt général. Il a travaillé pour un clan. En fait, c'est ça aujourd'hui. Et c'est ce qu'il tente de nous faire. En partant, il veut influencer sa succession, imposer au Nigeria un président de la République que les gens ne sont pas prêts à accepter. C'est ça la question aussi. Donc moi je pense qu'il n'a même pas servi à Bazoum en tout cas. Il lui laisse un pays en tout cas complètement... En tout cas, il le laisse avancer dans un terrain en tout cas mini. Malheureusement, on n'a toujours pas d'informations, de nouvelles de Mohamed Ousmane à partir de Zander. Alors que notre émission est en train de se terminer, peut-être que ça a commencé tard, certainement. Non, mais il y a le problème des réseaux sociaux aussi qu'il faut... Oui, Ibrahim a dit que la France n'a pas parlé des réseaux sociaux, les médias français. Mais ce que je ne comprends pas même, c'est l'attitude des Nigériens aussi. Mais oui, d'abord, les premiers concernés, c'est nous. Même si j'ai entendu des acteurs de la société civile, des associations dénoncer, mais la dénonciation stérile ne suffit pas. Il faut mener des actions contre l'État même. D'abord contre l'État, et puis contre les opérateurs même, contre l'État même et contre les compagnies. Justement, je vous informe il faut que les gens boycottent. Il faut que les gens boycottent aussi. Pourquoi pas? C'est pourquoi ces opérateurs. Je vous informe que ADDC Odata a décidé de porter plainte. Contre qui? Contre l'État. Contre l'État et les opérateurs. Il faut le faire. Les deux. Et maintenant les abonnés. Il a dit les deux. Mais les abonnés même, normalement, ils doivent jeter les puces de ces opérateurs. Mais non, c'est pas possible. Quel État s'occupe de la sécurité du pays? Oui, tout à fait d'accord. Il est dans son rôle constitutionnel. Mais que cela
Que vous rompiez votre contrat avec les... Pour cela, que vous portez atteinte aux libertés individuelles et collectives Ça, vous parlez des Nigériens. C'est toujours l'État. Hein? L'État, ce n'est pas bien acceptable sûr, parce que le droit d'informer et d'autres informer en démocratie, c'est une exigence fondamentale. Vous ne pouvez pas vous lever et couper les réseaux sociaux. Non, c'est pas possible. Si vous voulez sécuriser le pays, c'est votre droit. Mais ça ne doit pas passer par la violation des droits des citoyens. Quand même. En démocratie, ce n'est pas acceptable. Oui, Ibrahim, tu voulais? Non, je veux dire, pour revenir un peu à Maman Ousmane, pourquoi les gens vont prendre ces chiffres au sérieux? Oui. C'est quelqu'un qui n'est pas reconnu comme excessif. Je veux dire, au sein de l'opinion, il ne passe pas comme un monsieur... Un guerre, Non, il est considéré comme quelqu'un de très pondéré, de quelqu'un, à la limite, de très patient. Regardez comment on lui a arraché le CDS, personne ne l'a entendu broncher. Personne ne l'a entendu broncher. Donc, et si aujourd'hui, il arrive au point où il réclame sa victoire, il revendique sa victoire, mais les Nigériens vont le prendre au sérieux parce que ce n'est pas dans ses habitudes d'être excessif. Et les gens savent... Et de ne pas dire la vérité. Oui, non, de ne pas être excessif en tout cas, parce que les gens savent que s'il n'avait pas de base pour le dire, il n'allait jamais le dire. Voyez-vous? Et même qu'il l'a dit, il est resté encore dans la dimension d'un homme d'État. C'est-à-dire que d'autres ont pensé que, bon, à partir du moment où il va dire « moi j'ai gagné les élections », il va dire « sortez, cassez, machin ». Non. Il n'a pas dit tout ça. Il n'a pas dit ça. Il est resté dans légaliste. Dans la droite ligne de ses convictions légalistes pour dire quand même quelqu'un qui a déclaré qu'il est élu, c'est pas lui qui va dire à son peuple prenez la rue. Donc il croit à ces institutions, il dit bon, je vais utiliser les voies légales pour démontrer ma victoire. Mais il n'est pas naïf non plus. Ne croyez pas qu'il sait que la Cour constitutionnelle, il espère que la Cour constitutionnelle va dire autre chose. Va lui donner... va lui donner la victoire, oui. Non, il n'espère pas ça du tout. Il n'espère pas ça du tout. Mais il va aller jusqu'au bout, ça. Mais il va aller jusqu'au bout. Pour montrer que voilà. Ceux d'en face, c'est eux les despotes, c'est eux qui s'accrochent au pouvoir par tous les moyens, etc. Maintenant, là, il tend c'est bien sa démarche, parce il tend une sorte de miroir à Issoufou qui déforme son image aux yeux du peuple, parce qu'il fait apparaître Issoufou comme étant le despote, le gars qui est accroché au pouvoir par tous les moyens, etc., qui ne respecte pas la loi. C'est ça en allant au bout de sa logique. Donc je pense que sa démarche est assez intelligente. Et les gens diront, comme il a dit, homme d'État, sage, pondéré, légaliste. Voilà. Et demain, après ça, s'il a d'autres actions à envisager, il va les envisager. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Alors, nous sommes en fin d'émission. Pour vous, qu'est-ce que va être ces prochains jours? C'est comme on l'a dit, c'est les jours de tous les possibles. Tu veux faire de nous des magiciens? Non, mais enfin, au vu de la situation, on n'est pas des magiciens. Oui, c'est sûr, ça fait. Les jours de tous les possibles. Mais c'est de tous les possibles. Mais ce qui est sûr, déjà, en tout cas, le pouvoir a installé le récit que ces élections, en tout cas, vont se régler, en tout cas, dans la répression, etc., etc. C'est le message, oui. C'est le message, c'est clair. Donc, c'est comme je l'ai dit, comme on l'a dit pendant le débat, je ne pense pas que ça soit certain que la répression, en tout cas, suffira d'abord à faire asseoir Bazoum sur le fauteuil présidentiel et puis à lui laisser de gouverner en toute tranquillité ce pays. Mais Ibrahim, avant peut-être que tu répondes à ça, mais le CAP 2021, on l'a pas entendu là. Comment ça? Mais il nous dit, on aurait pu peut-être entendre quelque chose de la CAP 2020 en dehors de son émotion. Ou bien ils ont laissé la communication à Ousmane tout seul en tant que candidat? Non, mais parce qu'on aurait pu entendre quand même, je sais pas, une déclaration communiquée après les violences et les arrestations. Maintenant, c'est sûr que ça va venir, c'est sûr que ça va venir. Maintenant, oui, je ne doute pas que quand même quand 21 ne va pas rester les bras croisés devant tout ce qui est en train de se passer. Ce qu'on a dit, c'est que ça a pris un peu de temps, non? Non, ça n'a pas pris du temps parce que on aurait fait, au CAP 2021, on aurait fait un communiqué. Hama a dormi en prison, je rappelle, hein. Mais Hama a dormi en prison. On ne fait pas la lutte pour Hama. Il faut que les gens arrêtent. On ne fait pas la lutte pour Hama. C'est les Nigériens qui n'acceptent pas. Personne n'a parlé de lutte pour Hama. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est quand même un de leurs leaders. Oui, mais un de leurs leaders majeurs. Mais avant Hama, Mamoudou Bourema
aux arrêts. On me parle du général Mamadou Ousseini. Capitaine. Non, c'est le capitaine. Hein. C'est un ancien capitaine, membre du bureau politique de Du Lumana. Et puis il y a d'autres acteurs. Il y a Quel Mamadou Ousseini? C'est un capitaine, celui dont on parle aujourd'hui. Le retraité là? Oui, voilà, c'est ça. Donc, qui est membre du bureau politique de Mourene Fall. Oui, mais bon. Voilà, il y a Seydou Tahirou là. Il y a Jibil Baré. C'est le coordinateur Kappa 21 de Tel Aviv. Il y a Jibil Baré et puis il y a Tony Gawai. Il y a aussi Arimi Ibrahim. Arimi, voilà, qui est là, juste à côté. Oui, tout à fait, oui. Arimi aussi a été pris. Oui, bien sûr. Je ne veux pas la liste de tous. Si, il a été pris également. Mais à Zender aussi, il y en a qui ont été. Bien sûr. Il y a Tarchoukou en tête, Mahaman, évidemment. Il y a Biga Ahmed, il y a Tana Zinsou. Et puis il y a beaucoup d'anonymes. Il y en a beaucoup. Il y a le président de la délégation régionale de Zender. Il y a le président des commerçants aussi. Le président des commerçants. On le repose juste pourquoi il fréquente le RDR. Le président des commerçants? Oui. Peut-être on le soin de financer le. Donc c'est pour vous dire que si tout va bien, en tout cas selon les informations que j'ai eues aujourd'hui, Kawa 21 va publier une déclaration. Très bien. On verra la suite. Ouais. Mais ce qui est sûr, ça donnera le temps de ce que ça va être les jours prochains. Voilà. En fonction de la déclaration de Kawa 21, on pourra faire une lecture de la suite des événements. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours nombreux à notre compagnie. Rendez-vous samedi prochain. Plaisir à Dieu.